On va essayer donc de faire aujourd'hui le cours sur la poliomyélite antérieure aiguë. Il fait partie des infections virales programmées durant le module maladie infectieuse, donc position en 4e année. Alors, on commencera par une petite introduction pour définir c'est quoi la poliomyélite. En réalité, donc, on a vu aussi donc, la paralysie infantile, parce que peut toucher apparemment beaucoup plus dans les enfants, mais la maladie de Henneman. Et donc, le nom pour laquelle elle est reconnue, c'est la poliomyélite antérieure aiguë. On verra après, ils ont choisi ce nom bien précisément. Alors, c'est une pathologie donc, qui est infectieuse, qui est aiguë, donc cosmopolite, très contagieuse, d'origine virale, et elle est donc essentiellement neurotrope, c'est-à-dire que donc, le virus intropise pour le système nerveux central. C'est une pathologie qui est immunisante. Donc, une fois on fait la maladie, donc, on développera des anticorps protecteurs. Et elle évolue donc, sous forme d'endémie, voire d'endémie avec des pics épidémiques. Elle est engendrée donc, par trois sérotypes de virus polio. Donc, vous avez le poliovirus 1, 2 et 3. Donc, vous avez donc, le 1 qui est un peu plus répandu dans le monde, suivi par le 3, et en dernier, vous avez le 2. Ces pathologies donc, qui restent donc, quand même dans la santé, dans un problème de santé publique, donc, par donc, les lourdes séquelles qu'elles peuvent engendrer. Et là, c'est des séquelles type de paralysie qui peuvent être des paralysies définitives. La transmission se fait par voie digestive. On vous dit c'est une transmission qui est oro-fécale. C'est une pathologie qui est asymptomatique dans 90, donc pas 95% des cas. Et lorsque elle est symptomatique, donc les symptômes, ils peuvent être des symptômes qui sont bénins, à type de pharyngite, syndrome grippal, donc troubles digestifs à type de vomissement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des signes cliniques évocateurs caractéristiques de la pathologie. Par contre, là, lorsque la tête du système nerveux central est installée, c'est toute la problématique de cette maladie. Donc, c'est la tête qui est sérieuse. Bon, ça se voit donc 1 cas sur 100, donc ce n'est pas aussi fréquente que ça, heureusement d'ailleurs. Mais ces pathologies pour laquelle la personne risque de garder des séquelles définitives à vie. Et donc pourquoi elle est nommée poliomyélite antérieure aiguë? Tout simplement parce que ce virus, le 1, 2, 3, ils sont intropisent dans le cours des motoneurones de la bande antérieure de la moelle. Et une fois donc, vous avez l'atteinte de ces motoneurones, donc il y aura des paralysies qui vont s'installer. Et ce sont des paralysies qui ont une certaine particularité, certaines caractéristiques qu'on va détailler plus tard. Ce sont donc des paralysies qui sont en place, qui sont asymétriques, qui intéressent les membres, mais essentiellement les membres inférieurs. Comme c'est une pathologie qui est immunisante, donc il y avait la création d'un vaccin qui a pu la contrôler. Donc c'est une pathologie qui a été contrôlée grâce à la vaccination. Et là, dans le pays, ils ont respecté le calendrier vaccinal. Ils ont constaté qu'il y avait une baisse très très importante sur l'incidence. Donc il y avait 350 000 cas dans l'année 1988. Et cette incidence a diminué nettement pour arriver à un nombre de 1500 cas en 2008. Donc là, il y a une baisse qui est spectaculaire. Par contre, là, je tiens à vous signaler qu'il y a certains pays, donc il y avait l'éradication
totale donc, de cette pathologie. Là, encore, grâce au respect du calendrier vaccinal. On va essayer de faire un petit rappel épidémiologique. Donc ici, donc, le réservoir de cette pathologie, c'est là. C'est le réservoir naturel des virus, des poliovirus. C'est une pathologie qui se transmet donc, par voie, transmission par voie digestive, donc par voie entérique. Donc ici, donc, la contamination essentielle, c'est par voie orale. Là, ça sous-entend qu'elle fait partie des maladies des malsales où la transmission est digestive. Par contre, on peut avoir une transmission qui va dans le digestif, donc ça a été décrite, mais elle n'est pas vraiment répandue. C'est la transmission donc, par voie aérienne qui peut se voir. Donc ça a été évoqué dans certaines publications. Cette transmission orophécale, elle peut être de deux manières, soit directe, donc indirecte. Directe, donc là, manipulée, c'est-à-dire une personne malade et une personne qui n'est pas malade, donc dans des contacts directs. Et comme on peut être aussi donc, indirecte, par la consommation, soit d'eau ou bien d'aliments qui sont donc, contaminés par ces poliovirus. Là, comme on l'a bien précisé au niveau de l'introduction, on a dit que c'est une maladie qui est très très contagieuse. C'est pour cela donc elle se manifeste sous forme de cas d'endémie épidémique. Parfois, dans certains pays, on peut avoir des cas sporadiques. Et là, la contagiosité, elle est aussi importante à partir des formes inapparentes, qui sont asymptomatiques. Signe clinique. Et la même chose, donc, dans la contagiosité, on peut aussi apprendre aussi à partir donc, des formes paralitiques. Donc, ça veut dire que même dans les formes qui sont asymptomatiques, là, donc, elles sont aussi contagieuses que les autres formes qui sont paralitiques. Donc, comme on a précisé dans l'introduction, il y a donc plusieurs sérotypes. Donc là, donc, en particulier, donc, il y a 3 sérotypes, donc 1, 2 et 3. Le 1 qui est le plus répandu dans le monde entier, c'est le plus fréquent. Puis donc, vous avez le sérotype donc, 3 donc, qui vient en deuxième position. Et le sérotype 2, c'est le sérotype donc, qui est le plus rarement retrouvé. Un petit rappel virologique. Donc, le virus donc, de la polio, c'est un virus ARN. Et il appartient à la famille des picornavirus. Alors, c'est le genre donc, des virus des entérovirus, c'est-à-dire ce sont des virus donc, qui se retrouvent au niveau des tracts digestifs. Et là, il fait partie donc, d'une grande famille de virus, donc, par exemple, le coxsackie-virus, dans les écovirus qui peuvent être responsables de la grippe d'été. Alors, comment on a pu distinguer les sérotypes 1, 2 et 3? Tout simplement par donc, la séroneutralisation. C'est-à-dire que donc, chaque sérotype, il va induire une immunité qui est liée spécifique. Donc, il va induire une fabrication des anticorps qui vont le neutraliser lui seul. Ça sous-entend que si une personne fait une infection à un poliovirus de type 1, il va développer des anticorps contre le poliovirus de type 1. Cela veut dire que s'il va faire une autre infection, par exemple un poliovirus 2 ou 3, il n'est pas immunisé, donc il va faire une deuxième infection. C'est pour cela qu'on parlera d'une séroneutralisation qui est spécifique du sérotype. Il n'y a pas donc, justement une immunité qui est croissante. Sur le plan donc, pathogenèse, on va faire donc, un petit rappel sur le déroulement donc, de l'infection au niveau de l'organisme humain. Là, on
on a dit que c'est un virus qui se transmet par voie digestive. Donc, il y aura une contamination par voie digestive. Une fois qu'il y aura pénétration de ce virus donc par la bouche, donc soit, comme on a expliqué tout à l'heure, soit de façon directe ou indirecte, importée ou bien par la consommation d'aliments contaminés, ce virus, donc, il va suivre dans l'organisme humain plusieurs phases. Donc, ça commence par la phase digestive, la phase lymphatique. Vous avez donc après la phase digestive, donc lymphatique, une virus qui va s'installer et la dernière phase qui se voit pas, donc c'est souvent, donc c'est la phase des complications, qui est caractérisée par la phase nerveuse. Dans la phase digestive, donc ça correspond donc, à la période donc, où le virus va pénétrer dans la voie digestive par voie orale. Et là, il y aura une multiplication primaire au niveau du tractus digestif. Donc, au niveau des cieux digestifs. Au niveau donc, de deux compartiments, oropharyngé et intestinal. Donc, le virus, donc, il va être multiplié au niveau des muqueuses oropharyngées et intestinales. Il ne va pas se contenter de rester au niveau de ces muqueuses. Par contre, donc, il va se déplacer pour se retrouver donc, au niveau des ganglions. Donc, il y aura donc, un passage de virus vers les ganglions lymphatiques. Et là, ça sous-entend donc, au niveau de tout, donc, les ganglions, y compris les ganglions cervicaux et les ganglions horizontaux. Donc, ce passage de la muqueuse oropharyngée intestinale vers les ganglions cervicaux lymphatiques, ça va correspondre donc, à une vénémie initiale. C'est la première vénémie. Après, donc, vous aurez donc, le passage de virus à partir de ces ganglions lymphatiques vers le sang. Et là, on vous dit donc, ce passage donc, vers le sang, donc, il va se caractériser justement par les différentes formes cliniques symptomatiques, en passant par les formes qui sont banales, donc des formes mineures, et les appelle pas la mineure, des formes abortives, vers les autres formes cliniques qui sont plus symptomatiques. Et à partir du moment où il y a un passage de virus dans le sang, ça sous-entend qu'il y aura une stimulation de ces cellules lymphatiques pour la production des anticorps. Donc, c'est pendant cette période qu'il y aura l'apparition des réponses immunitaires. Ça sous-entend qu'il y aura sécrétion d'anticorps neutralisants spécifiques de sérotypes concernés. Donc, vous aurez donc des anticorps aussi bien circulants et des anticorps sécrétoires. La dernière phase, c'est la phase nerveuse. Et là, heureusement, c'est une phase qui est assez rare. Vous avez sur un cas sur 100. Donc, 1-2% des cas qui peuvent être touchés par cette phase nerveuse. Alors, c'est une phase où le virus il va échapper à la barrière hémato-encéphalique, va traverser cette barrière pour se retrouver justement au niveau des cornes antérieures, la corne antérieure dans la moelle épinière. Et là, comme il a un tropisme pour les motoneurones, donc il y aura l'atteinte de ces motoneurones. C'est pour cela qu'on l'appelle la poliomyélite antérieure aiguë, c'est-à-dire par rapport à l'atteinte de ces cornes antérieures de la moelle épinière. Donc, c'est la substance grise qui est touchée. Donc, en particulier la substance grise au niveau médulaire. Mais il faut avoir dans la tête la substance grise au niveau des différents compartiments. C'est-à-dire qu'on peut avoir le vert, on peut avoir aussi la tête ménagère, bien sûr.
fonction de donc la partie anatomique touchée, donc on aura donc, ici la clinique qui vont s'installer. Concernant les localisations corticales et cérébelleuses, ce sont des localisations quand même qui sont assez rares. Donc, d'ailleurs, heureusement, parce que ce sont surtout des formes corticales, ce sont donc des formes qui sont assez sévères. Donc ici, donc là encore, on peut dire dans la réponse immunitaire et spécifique dans le sérotype, donc on est en train de se répéter, et les anticorps sériques donc là apparaissent entre le 7e et le 10e jour après donc, la contamination. Toujours donc, pour la sécrétion de ces anticorps, donc il faut donc, laisser le temps à l'organisme justement humain de les fabriquer. Et là, on vous dit donc, à partir d'une semaine, il peut donc tomber sur des anticorps neutralisants, c'est-à-dire si on fait la sérologie, on peut la trouver non négative. Pardon, on peut la trouver positive. Alors, sur le plan clinique, donc on a dit que la poliomyélite, certainement la forme de poliomyélite, donc souvent, elle est asymptomatique, dans 90 à 95% dans le cas, et c'est une pathologie qui offre une immunité solide et durable. Par contre, même dans les formes asymptomatiques, elles peuvent être dans les formes symptomatiques, elles peuvent être précédées par certains prodromes, par certains signes cliniques qui se voient après une phase d'incubation qui est en général silencieuse. Donc, quels sont ces différents signes qui peuvent apparaître? Donc là, dans les formes mineures, donc on les appelle aussi dans les formes abortives, c'est-à-dire que ce sont des formes qui évoluent spontanément favorables. Ça peut se manifester par des simples poussées fibrées. Ça veut dire que vous aurez que dans la fièvre. Donc, ces poussées fibrées qui peuvent durer pendant 1 à 3 jours. On peut tomber sur certains signes accompagnateurs, à savoir des céphalées. Quand il y a une atteinte oropharyngée, donc le malade peut présenter des danger. Vous avez une atteinte du tract digestif. On a dit d'ailleurs il y aura un passage de virus vers les ganglions lymphatiques. Et en particulier, on a dit dans les ganglions mésentériques. Et cela, ça va se manifester aussi par une douleur abdominale. C'est une infection virale. Le malade, il y aura une certaine anorexie qui va s'installer. Et comme c'est un virus, c'est un entérovirus, ça veut dire que c'est un tract digestif, donc on aura beaucoup plus des signes digestifs associés, à savoir des nausées, des vomissements, etc. Par contre, ce qui est bien, même si dans les formes abortives, vous avez ce signe clinique, lorsque vous allez examiner votre patient, vous allez trouver un examen clinique qui est particulier, qui en général qui est bon. Les formes ménagers, donc là, lorsqu'on parle de formes ménagers, c'est le passage du virus dans le système nerveux central. Donc, ça va se manifester par les méningites. Et là, on parle de méningites aiguës, fibrées, bien sûr, d'installation aiguë, et elles sont reconnues comme du méningites clair. Donc, vous aurez un ACA qui est clair, une pilocytose qui est modérée, en général, on vous dit inférieure à 500 éléments. Et là, tout à fait au début, ça peut être des polynucléaires généralement intérêts. Mais là, juste quelques jours après, il y aura une bascule dans cet équilibre vers un équilibre lymphocytaire. Sur le plan biochimique du ACR, vous aurez une aminorachidie normale ou légèrement parce qu'il n'y a pas une inflammation très importante. Par contre, ici, la glycorachie, elle est souvent normale. Et là, c'est logique. C'est une infection virale, donc la glycorachie, elle est normale.
troisième forme clinique, vous avez des formes paralytiques spinales. Lorsqu'il y a l'atteinte des motoneurones médulaires. Donc là, c'est la forme qui, bon, heureusement, comme on l'a dit, c'est une forme qui est assez rare, on dit dans 22% des cas. Et c'est la forme qui est caractérisée par l'installation de ces paralysies, donc de la poliomyélite antérieure aiguë. Donc, c'est une installation qui est rapide, en général, donc moins de 3 jours. Le malade commencera donc à faire donc un certain nombre de séances de départ. Donc, il fait de myalgie, donc qui peut être parfois intense. Mais ce qui est donc attirant, dans le cas de clinique, ne va pas présenter donc, des troubles sensitifs, objectifs ou subjectifs. Bon, juste entre parenthèses, on vous dit que le patient, il se pourrait, donc il va présenter une paresthésie, une parasthésie qui va précéder ce tableau clinique. Et donc souvent, on vous dit qu'il n'y a pas de troubles sensitifs associés. Par contre, il y aura une diminution, voire une évolution carrément des réflexes osteotendineux qui correspondent au territoire qui est touché. Ces paralysies, elles sont caractérisées donc, par leur topographie. En général, on vous dit que ce sont des paralysies qui sont donc, asymétriques, qui touchent donc, souvent donc, le membre donc, inférieur par rapport au membre supérieur. Et ça touche beaucoup plus donc, les muscles qui sont proximaux par rapport donc, aux muscles distaux. Donc là, on vous dit que c'est plus dans les quadriceps et les deltoïdes. Donc ils sont donc, touchés. Aussi bien les membres deltoïdes dans le membre supérieur et les quadriceps au niveau des membres inférieurs. Et ce qui est donc aussi donc, attirant, c'est l'installation d'une amyotrophie au niveau du territoire touché. Donc, où il y a la paralysie, donc ça va être suivi par l'installation de l'amyotrophie dans des muscles qui sont innervés par ces motoneurones. Par contre, là, si vous avez toujours dans une forme neurologique, donc là, ce n'est pas une atteinte des motoneurones spinaux, mais il y aura une atteinte des motoneurones bulbaires. Et là, comme donc là, c'est une atteinte dans le bulbaire, et là, le bulbe, vous savez bien, c'est le centre, vous savez, le centre de la respiration, donc différentes, donc si vous voulez, donc si vous voulez, c'est ça, donc vous avez donc l'endroit qui va être responsable de la respiration. C'est pour cela qu'on vous dit que ces formes bulbaires, ce sont des formes de pronostic qui n'est pas bon, donc mauvais pronostic. Et en général, ce sont ces formes bulbaires, donc il y a donc le centre donc, de la respiration, donc ils nécessitent donc une prise en charge des soins intensifs. Parce que donc, le malade peut le faire donc, à tout moment à l'arrêt respiratoire. Heureusement, ce sont des formes qui sont donc moins fréquentes, mais qui sont donc sévères. Et plus souvent, elles sont donc associées à des formes spinales. Donc, c'est-à-dire, c'est rarement, on peut trouver chez les patients juste donc, une atteinte bulbaire isolée. Donc, comme je vous ai dit, c'est le centre donc, de la respiration donc, qui est là, donc c'est son bulbaire. Vous avez aussi d'autres centres donc, donc le malade donc, il va présenter des troubles donc, de la phonation, des troubles de la déglutition, qui dit donc, quand même donc, de phonation, donc déglutition, ça trouve déglutition, ça se sent-on que c'est un malade qui va finir par faire des fausses routes. Et qui dit donc des fausses routes, ça va être suivi par un encombrement respiratoire. Après, donc, il y aura une surinfection bactérienne, une infection des malades qui vont faire des pneumopathies bactériennes aussi. Donc, il y aura la tête dans des centres respiratoires, dans le centre de déglutition, et il y aura aussi dans une paralysie dans certaines paires crâniennes, donc qui peuvent donc être touchées.
Donc, c'est essentiellement la vienne et la deuxième, donc, père crânien. Il y aura l'association d'autres troubles vasomoteurs. Donc, c'est des malades qui peuvent faire une tachycardie, qui peuvent faire des pics hypertensifs et des malades aussi qui peuvent faire au final un choc avec collapsus. Donc, qui dit forme pulpaire, forme sévère, et le malade, donc, si n'est pas pris en charge rapidement, il finira par avoir un trouble de la conscience qui peut aller de plus simplement jusqu'au coma. Et il finira aussi par décéder par une détresse respiratoire. On va voir circulatoire aussi. D'autres formes neurologiques, donc là aussi, toujours ensuite, on a commencé par le spinal, donc le pulvaire. Maintenant, à un niveau plus haut, ce sont les formes encéphalétiques. Et là, qui dit en forme encéphalétique, c'est-à-dire qu'il y aura une atteinte de l'encéphale. Ça sous-entend, c'est un malade qui va donc présenter des signes encéphalétiques, tels que les troubles de la conscience, tels que des convulsions, et parfois ça peut s'associer aussi à un syndrome puéral. Alors, concernant l'évolution de ces formes empiriques, concernant les formes abortives, l'évolution n'est pas favorable, et le malade va guérir rapidement, et garde, il va développer une immunité solide. Par contre, dans les formes où il y a une atteinte neurologique, essentiellement les formes qui nécessitent une prise en charge, ou un soin intensif, nécessitent une assistance respiratoire, à savoir dans les formes pulvaires, dans les formes encéphalétiques, là, le pronostic, l'état déjà mis en jeu. Et si le malade va s'en sortir, ça dépendra de séquelles lourdes qu'il risque de garder à vie. Par contre, dans les formes ménagères pures, donc là, ça entre dans le cadre ménager particulière, l'évolution, donc lorsque les formes ménagères sont ménagères pures, c'est-à-dire ménagères isolées, l'évolution va aller spontanément favorable. Par contre, concernant les formes paralytiques, où ce n'est pas une paralysie qui est très très importante, donc là, on vous dit qu'il y a une possibilité de régression des paralysies durant les premiers jours, les premières semaines de la maladie. Donc là, c'est mal qu'il va récupérer, donc il va récupérer les premiers jours, les premières semaines de la maladie, parce qu'après la régression de paralysie, ça va être de façon très très ralentie. Et là, ce n'est pas tous les patients qui peuvent évoluer favorablement et en régression de paralysie. Donc, il y a certains, cette régression de paralysie, elle est imprévisible, elle est inconstante, voire incomplète. Alors, comme la plupart des pathologies infectieuses, il y a certaines pathologies d'infection, c'est la pathologie d'infection maternelle. Et il y a certaines infections qu'on retrouvera à distance de l'épisode d'infection. Et là aussi, c'est le cas de syndrome post-myélitique, qu'on peut retrouver des années après l'épisode aigu de la poliomyélite antérieure. On vous dit, c'est pas année, 20 ans, voire 40 ans après l'épisode d'infection de la poliomyélite. Et là, ça va se manifester par quoi? C'est comme s'il y aura une reprise du tableau clinique des poliomyélites antérieures. Donc, le malade il va présenter une douleur musculaire, une certaine fatigabilité excessive. Il pourrait avoir aussi une reprise dans le déficit moteur. Et là, une dystrophie qui va s'installer encore dans le froid. Mais ça ne va pas être de façon anarchique. Donc, il y aura une atteinte des territoires musculaires qui étaient déjà
touchés auparavant dans l'épisode d'infection. Ce n'est pas notre territoire qui va manifester, c'est ce qu'il dit, mais ce sont dans les territoires qui ont déjà été touchés. Sur le plan physiopathe, comment expliquer cette résurgence de l'activité stomatogène? On peut dire il se pourrait qu'il y aura une certaine réactivation de ce virus. Donc, ce virus dans le plateau, alors son pouvoir stomatogène va se manifester, encore une fois. D'autres, ils vous disent non, tout simplement, c'est un mécanisme qui est d'ordre immunologique. Donc là, les auteurs, chacun donne une explication pour ce phénomène post-symptôme myétique. Tout simplement post-symptôme myétique. Donc, on a pensé une éventuelle poliomyélite. On a décrit les différentes formes qui peuvent se voir. Donc, on a parlé des formes les plus parlantes, les plus caractéristiques. C'est la forme paralytique, mais elle n'est pas la plus fréquente, heureusement d'ailleurs. Et là, donc, il faut penser à la poliomyélite, comment on va poser justement un diagnostic positif. Et là, comme dans la plupart des pathologies infectieuses proposées dans le diagnostic positif, donc, il faut faire appel à un nombre d'algorithmes, c'est directement l'analytique clinique. Ici, concernant la poliomyélite, dans les arguments paracliniques, c'est on va essayer de mettre en évidence le virus. Parce que là, concernant l'infectieuse, diagnostic positif, c'est mettre en évidence l'agent pathogène. Donc ici, comme ce n'est pas la pathologie virale, on va mettre en évidence ce virus. Il n'est pas facile, on va mettre en évidence. Donc, on va essayer de faire un prélèvement essentiellement des selles. Un prélèvement successif. Donc, un échantillon de selles du patient. Ils ont donc 15 jours d'intervalle. Ou bien, tout simplement, on va essayer de faire un prélèvement pharyngé. Comme la porte d'entrée relative dans cette porte d'entrée digestive, donc, le virus, on va essayer de faire prélèvement pharyngé pour mettre en évidence ce virus. Et là, c'est un prélèvement qui devrait se faire durant les premiers jours. Donc, la pathologie, parce que le virus ne va pas rester dans les cellules pharyngées, il va descendre, comme on a vu, dans le rappel physiopathologique. Là, si on n'a pas cette chance de mettre en évidence le virus, soit au niveau pharyngé, ou bien au niveau des selles du patient, on va essayer de contourner le problème en recherchant les anticorps de trahison. Donc, c'est une pathologie qui nous offre, c'est des éléments sucrés, ça va engendrer la sécrétion d'anticorps de trahison. Donc, on va essayer de rechercher justement ces anticorps par ce qu'on appelle la sérologie. Donc, ici, la sérologie, on va essayer de rechercher soit l'expression de IgM, il y a une infection qui est récente, ou tout simplement, on va essayer de rechercher une ascension significative de taux d'anticorps, et là, en faisant 2 prélèvements, on aura 10 à 15 jours d'intervalle. Donc, si je fais une sérologie, je trouve on a un taux d'anticorps, donc X, et si je refais le prélèvement dans une dizaine de jours, je trouve qu'il y a l'augmentation de ce taux, multiplié en moins x4. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une augmentation significative dans le taux des anticorps. Là, on va dire, tiens, les malades auraient fait un Par contre, le problème ici, ça va être juste un diagnostic rétrospectif. C'est-à-dire que, rétrospectivement, je devrais aurait été dans cette maladie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les sanctions dans les médias. C'est beaucoup plus dans un but épidémiologique. Alors, quelles sont les différentes pathologies qui peuvent avoir un traitement clinique similaire à la poliomyélite? Donc, c'est-à-dire qu'elles sont les différents diagnostics différentiels.
Donc ici, concernant, lorsque vous avez une énergie dans le liquide clair, le diagnostic différentiel se pose avec toute l'énergie de la liquide clair. Entre autres, vous avez donc là l'énergie aiguë dans le Pacifique. Par contre, en fonction des localisations, donc vous aurez donc des formes. Par exemple, si j'ai un poliomyélite avec la teinte spinale, c'est un diagnostic différentiel avec la myélite aiguë dans le transverse. Mais là, donc, concernant la myélite aiguë transverse, donc on vous dit que ce sont des paralysies qui sont symétriques, contrairement à la poliomyélite aiguë, la paralysie asymétrique. La poliomyélite transverse, vous avez donc, un certain niveau d'envisionnement, c'est-à-dire un niveau dans l'endroit où vous aurez le cyclique et donc, au-dessus et en dessous, vous aurez un cavitie qui est terminant. Donc, vous avez un niveau d'envisionnement. Et vous aurez l'association des troubles sensitifs. Contrairement à la polio, on a dit qu'il n'y a pas de troubles sensitifs ni subjectifs ni objectifs. Ces formes donc aussi, donc, elles peuvent être distinguées, les formes paralytiques, elles peuvent être distinguées dans certains syndromes. Donc, par exemple, le syndrome du Guillain-Barré. Donc, là, le syndrome du Guillain-Barré, vous aurez l'occasion de le voir en neurologie en détail. C'est un syndrome qui se voit souvent après certaines pathologies. Il est d'ordre plus immunologique. Donc, ce Guillain-Barré, c'est un syndrome qui est vu dans un contexte apéritif. Normal, on ne va pas présenter dans la fièvre. Et là aussi, encore une fois, c'est important de préciser les caractéristiques de la paralysie. En cas de Guillain-Barré, le paralysie de façon symétrique. Et si on va faire une fonction d'Ampère, on va trouver donc peut-être une énergie claire, mais ce qui est évocateur, c'est sa dissociation alumino-cytologique. C'est-à-dire que vous avez donc une réaction inflammatoire, donc pardon, une dissociation alumino-cytologique, donc c'est-à-dire que vous aurez hyperaluminorachie avec une supériorité dans qui est faible. Donc là, on arrive au chapitre traitement. C'est une pathologie virale qui est immunisante, pour laquelle donc, il n'y a pas un traitement curatif spécifique. Donc le seul traitement curatif pour lequel on dispose pour la polio, c'est un traitement symptomatique. C'est-à-dire que on va essayer de traiter les symptômes que le patient présente. Si donc, le malade, donc, par exemple, donc, il a une atteinte modérée, donc il est limité, même les paralysies qui sont limitées, etc., c'est un patient qui va nécessiter une prise en charge hospitalière, donc il peut être pris en charge chez lui, donc, carrément. Mais le plus important, c'est un patient donc, qui doit rester au repos, donc, qui doit bien s'alimenter, et on doit surveiller. Si donc, il y aura une préparation d'autres signes d'appel, donc ça soit neurologique, etc., c'est un patient qui doit être pris en charge en hôpital. Chez les patients donc, qui présentent donc, des formes paralytiques donc, avec ces amyotropies musculaires, avec ces douleurs musculaires, donc les antalgiques qui sont préconisés chez eux dans le traitement antalgique. Certains patients vont présenter une anxiété très importante, donc de nécessiter une fonction éthique. C'est pour agir justement sur l'anxiété, mais il faut faire très attention. Vous avez des anxiolytiques, donc il faut éviter les substances qui peuvent présentes sur le système nerveux central. Par contre, les malades donc, ils vont garder des séquelles. En général, c'est des malades qui vont garder des séquelles paralytiques, donc ils vont présenter des amyotropies importantes. Donc, ça va engendrer un raccourcissement d'un membre par rapport à l'autre, etc. Donc, ça sous-entend qu'il y aura donc, certaines activités vicieuses qui vont s'installer. Et si le malade il va garder dans cette activité vicieuse, donc ça va être vraiment
difficile après donc, réinsertion donc, au niveau de la société. C'est pour cela c'est la nécessité justement de essayer de corriger le plus tôt possible, je dis bien le plus tôt possible, ces habitudes infectieuses, soit par des corsets, soit par des semelles orthopédiques, etc. Et là, donc, les patients aussi qui présentent donc, des troubles digestifs, de constipation, qui présentent aussi par des antécédents vésicales. Donc, il faut donc, essayer de prendre en charge sur ce point-là, en donnant donc, des produits en constipation, donc, en faisant une certaine éducation, etc. Par contre, donc, je terminerai ici dans le traitement curatif. Concernant les formes paralytiques qui peuvent mettre en danger le pronostic vital du patient, donc, là, vous avez compris donc, de quelle forme il s'agit, ce sont des formes vulgaires paralytiques. Là, c'est des patients qui nécessitent une prise en charge médicale intensive. Donc, durant la période vécue, c'est impératif. Et dans cette forme vulvaire, donc encéphalitique, c'est chronologiquement compliqué. Donc, le typicité respiratoire, il s'est installé dans ce malade donc, qui vient à faire dans des fausses routes, donc il va faire des pneumopathies, donc l'inhalation, etc. Donc, c'est des gens, c'est des malades qui vont nécessiter une assistance respiratoire. Donc, dans les premiers temps, bien sûr, et qui vont nécessiter donc, aussi une alimentation. Donc, ici, concernant la bactériologie, donc le traitement, donc, le chapitre le plus important du traitement, ce n'est pas le traitement curatif spécifique ou symptomatique, c'est le volet traitement préventif qui est très important. Comme c'est une pathologie qui est immunisante, donc la vaccination a un rôle très très important à jouer. D'ailleurs, je vous ai dit dans l'introduction, grâce à cette vaccination, donc c'est d'avoir une vie qui respecte dans le calendrier vaccinal. Donc les patients, dans ces pays-là, donc la pathologie donc, de la polio a pu être éradiquée dans certains cas. Alors, vous avez deux types donc, de vaccins qui sont disponibles. Un premier vaccin, c'est un vaccin donc, qui est inactivé et qui se donne en paroi, donc injectable. C'est un vaccin qui donne une très bonne immunité, donc c'est sérique. Mais le problème, donc là, comme c'est un vaccin qui va se donner donc, par forme injectable, c'est-à-dire qu'il ne va pas suivre le chemin du virus non naturel, donc il ne va pas avoir de digestif. Ça sous-entend qu'il n'y aura pas une bonne immunité, par exemple, comme en sécrétoire. Et souvent, cette immunité sécrétoire, lorsqu'on utilise donc, le vaccin inactivé, elle est souvent tardive et partielle. C'est un vaccin qui a certains avantages. Donc, il est immunogène, donc il a une bonne immunité, qui est solide. On vous dit que dès la deuxième injection, donc, il y aura donc, des anticorps protecteurs donc, qui vont circuler au niveau du sang. C'est un vaccin qui est bien toléré, en général, il n'y a pas d'effet secondaire. Il est relativement thermostable et on peut l'associer avec les autres vaccins. Par exemple, d'écoque et le vaccin d'hépatite, d'écoque dans le vaccin d'antivirus, donc influenza. Comme la plupart des vaccins, c'est un vaccin qui a des avantages certes, mais aussi donc, il a des inconvénients. Alors, parmi les inconvénients, c'est le fait qu'il se donne par voie injectable. Donc, les injections par masse systématique. C'est un vaccin, comme je l'ai précisé donc, bien avant, qui ne va pas induire une immunité sécrétoire solide,
et souvent. Et si la qualité est là, la communauté sécrétoire, donc on veut une sécurité qui est partielle. Cela veut dire que si donc, le patient a été vacciné par ce vaccin, donc, ce vaccin inactivé, justement, les gens qui sont vaccinés, ils vont être des porteurs, des transmetteurs du virus sauvage. Un autre inconvénient, c'est un vaccin qui reste relativement cher par rapport aux autres vaccins. Un deuxième vaccin, c'est le vaccin vivant dans continué. Et là, j'attire votre attention sur le fait que si le vaccin est vivant dans continué, parce que maintenant, il y a des contre-indiqués chez les immunodéprimés, entre autres chez la pharmacie. D'accord? Un vaccin qui est contre-indiqué chez les immunodéprimés et vous avez aussi chez la pharmacie. Alors, concernant ce vaccin, c'est un vaccin qui va se donner par voie orale. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui va suivre le même cheminement du virus naturel. Donc là, on peut le comptabiliser comme un avantage. Cela veut dire que c'est un vaccin qui va donner une très bonne immunité aussi bien série que CQ3, parce qu'on va suivre le même cheminement du virus. Mais c'est un vaccin pour lequel le virus va être excrété au début des selles. Donc, cela veut dire que la personne vaccinée aussi est source de contamination. Elle va être porteuse d'un virus qui va éliminer les selles, et l'élimination des selles, donc une contamination du milieu extérieur. Par contre, là, c'est un vaccin qui est thermosensible. C'est-à-dire, on peut donc le garder en frigidaire. Et quand on peut donc le congeler et le décongeler plusieurs fois. Avantage, donc, comme je viens de dire, c'est normalement oral, c'est pas dans des injections pendant. Il est très immunogène, donc il va répondre une bonne immunité aussi bien les cellules que ces trucs-là. Et c'est un vaccin qui n'est pas vraiment cher. C'est-à-dire que dans les pays en voie de développement, ils peuvent donc se permettre d'acheter ce vaccin. Là aussi, dans le vaccin qui a ses inconvénients, et on a cité dans certains inconvénients, on a dit que c'est un vaccin qui va être excité au niveau du milieu extérieur. Donc, ça va provoquer des accidents paralytiques beaucoup plus chez le vacciné, mais aussi chez l'entourage du vacciné. Parce qu'une fois les vaccinés, il y aura une élimination au niveau des selles. Donc, il y aura une élimination d'un virus qui est beaucoup atténué. Donc, d'où la contamination du milieu extérieur. Et comme c'est un vaccin qui est vivant atténué, cela veut dire qu'il peut reprendre sa virulence à tout moment. Certes, dans ce vaccin qui a été atténué, c'est-à-dire qu'il est passé par plusieurs phases pour diminuer sa virulence, mais qui peut devenir virulent chez les patients qui sont immunodéprimés. C'est pour cela qu'on dit pour ces vaccins atténués en général, en particulier là, dans le virus, le vaccin d'anthrax, ils sont probablement contre-indiqués chez les immunodéprimés. Donc ici, la question dans le protocole de vaccination, chaque pays a un protocole de vaccination. En général, on va donner dans 4 doses, dans la première naissance, puis dans la deuxième, troisième et quatrième dose, en association avec le médicoque. Et là, donc, des intervalles de 1 mois. De nombreux pays font donc, des rappels, 6e, 10e, 14e mention. Donc, nous, on a un calendrier vaccinal qu'on va expliquer. Alors là, ce que vous voyez ici,
donc en hausse. C'est la vaccination par le virus polio-temporal qui se fait dans la naissance, qui se fait à 2 mois, puis à 4 mois, et en dernier à 1 année. D'accord? Le virus, donc il peut mentionner la naissance, 2 mois, 4 mois, 1 année. Puis, vous aurez donc des rappels tous les 5 ans, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans et à l'âge de 11 ans par 13 ans. Par contre, donc, pour la poliomyélite injectable, donc, vous avez donc 2 injections qui vont se donner à la naissance et un rappel à l'âge de 3 mois. Voilà, donc ici, normalement, on va essayer de faire le tour concernant la poliomyélite antérieure aiguë. Je vous remercie.